va finir en beauté. On va finir en beauté avec des sujets incontournables et passionnants. L'éco-conception. Eh oui, et si on s'appliquait nous aussi ces questions de la transformation environnementale, climatique? Et si nous aussi on avait cette responsabilité de montrer l'exemple, de s'appliquer, le fait que oui, quand on est acteur de la formation, eh bien, on a des arbitrages, des questions à faire. Eh bien, c'est de ça dont on va parler ce soir. Et nous avons la chance d'avoir non pas un, mais deux, je ne sais même pas si ça avait été bien rectifié, speaker, puisqu'on a à la fois Marie-Dominique Picard, qui est la fondatrice, la CEO de l'entreprise, mais aussi Grégoire Picard, qui est venu rejoindre et amener ses compétences en tant que directeur du développement, et la société Formal Learning, qui va vous parler de ça, comment est-ce qu'ils mettent en place ça, comment est-ce qu'ils l'appliquent, comment est-ce qu'ils accompagnent les clients autour de ces questions-là. Donc à vous, et vous aurez le temps de poser des questions aussi et de vous manifester en expliquant bien qui vous êtes quand vous prenez la parole. Merci. Merci Yannick. Donc moi c'est Marie-Dominique, tu nous as présenté, on crée des contenus de formation digital learning pour des clients grands comptes. J'en dis pas plus. Mon intention ce soir, c'est de vous faire partager nos réflexions, nos inspirations, la façon dont on fait évoluer nos pratiques avec nos clients en interne pour une conception responsable. Et d'avancer dans ces pas-là. On va vous présenter des cas clients pour vous partager notre expérience. Merci. Et mon intention ce soir, c'est de vous montrer comment ces nouveaux sujets, ces évolutions de la société ne sont pas des contraintes, mais au contraire, super stimulants dans notre façon de travailler et nous ouvrent de très belles perspectives créatives. Alors, je vais vous faire participer. On a pensé pendant longtemps que le digital learning, la formation à distance, allait nous faire gagner des frais de déplacement et donc c'était OK, on était bien. Et aujourd'hui, évidemment, on est tous conscients de l'impact que peut avoir le numérique, donc les formations que l'on crée, qu'on dispense, qu'on déploie. Alors, à votre avis, quel est l'impact du numérique d'une façon générale sur les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? 0,38%, c'est la part du numérique. 3,8 ou 5,2? Il y a une réponse à 5. 5? 5? Qui dit mieux? Grégoire? Bon, on est à peu près dans ces eaux-là, on est à 4, mais en fait, c'est tellement rapide qu'on s'attend à ce que ça double d'ici 2-3 ans. Donc, en réalité, on ne sait pas trop le quantifier, mais on sait que ça augmente très fortement. Et d'où l'intérêt pour nous d'essayer de prendre notre part assez vite et d'être responsable rapidement. Donc cette prise de conscience, c'est la première étape. Et on s'est un peu questionné en se disant, OK, alors du coup, notre activité, où est-ce qu'on va? Quel va être le sens pour les années et les décennies à venir? Et finalement, on se dit que c'est une forme d'équilibre. On est là pour accompagner nos clients à faire monter en compétence leurs collaborateurs et on va continuer à le faire avec le digital. Donc, on participe à ces transitions, mais on va essayer de le faire en économie, de la meilleure façon possible pour ne pas consommer trop de numérique. Alors comment on le fait? À notre petite échelle, on a cherché quelle peut être la bonne démarche. Et on s'est tourné vers une démarche qui est assez globale, qui ne parle pas que d'impact environnemental et donc de bilan carbone de la formation, mais qui est aussi globale, qui parle aussi d'inclusion, d'accessibilité et du bilan global des actions de l'entreprise. Et donc c'est le label numérique responsable qu'on s'est lancé dans cette démarche-là. Ça veut dire se former dans chacun de nos métiers, que ce soit les concepteurs, les graphistes ou les intégrateurs. On a des personnes formées et certifiées avec un référent par métier. Parce que c'est à toutes les étapes qu'on travaille là-dessus. On partage dans cette communauté, donc on a rejoint la communauté Lucie dans le cadre de notre labellisation. L'audit, on est en train de se préparer pour un audit apparemment assez costaud sur l'éco-conception. Il y a 70 critères et ce qu'on trouve encore une fois intéressant, c'est que c'est très vaste. On ne parle pas que de l'impact d'un geste sur l'environnement, mais du global. Et on se labellise, vous connaissez bien les démarches de labellisation avec nos histoires de Calliope et il faudra renouveler régulièrement. Il y a niveau 1, niveau 2 à passer.
Donc cette démarche collective, et dans la présentation qu'on voudrait vous partager aujourd'hui, elle s'appuie sur les 5 R. Je ne sais pas si vous les connaissez, en tout cas, on va les décliner ensemble. Donc 5 petites études de cas pour les illustrer. R comme réduire. Le premier, c'est de ne pas faire. C'est donc refuser. Ouais. Refuser, pardon. C'est la fin de la journée. Refuser, donc ça veut dire ne pas acheter le nouvel iPhone quand le sien marche encore. Et on sait que l'impact du matériel est extrêmement important dans le bilan. Et dans le digital learning, ça veut dire refuser de donner trop. Donner pile poil le bon contenu à l'apprenant, pas lui en mettre trop, éviter non plus d'être trop sobre et qu'il s'ennuie, mais lui donner pile poil ce dont il a besoin. Et ça, on le fait notamment avec de l'adaptative learning pour se dire de quoi j'ai exactement besoin comme contenu pour atteindre mes propres objectifs à moi par rapport à mon niveau. Et je crois que tu as un exemple à nous partager. Ouais. Donc, petite étude de cas. Ici, on est dans la formation de 45 000 conseillers financiers sur une formation annuelle dans laquelle on doit actualiser ses compétences. Actualiser ses compétences, c'est définir d'abord effectivement là où elles sont insuffisantes. Donc on passe par un quiz d'autopositionnement, puis on va définir et dessiner pour lui une carte de compétences de façon à lui adresser uniquement les contenus dont il a besoin. Donc en fait, on a intégré dans un contenu cet autodiagnostic et cette carte de compétences. Et si jamais il va trop vite, eh bien ça ne fonctionne pas. Mais s'il ne va pas assez vite, eh bien on va le diriger là où il faut. Donc en fait, sur un contenu qui pourrait durer 2 heures, il peut aussi très bien, si son niveau de compétence est acquis, n'y passer que 20 minutes. Donc on a gagné, ouais, je sais pas. On économise 30 000 heures par an de formation réglementaire qu'on refuse à l'apprenant, donc on est désolé. Mais c'est quand même une belle économie. Voilà. Donc... Le deuxième R, c'est donc réduire, enfin. Réduire, on sait que là, on est plutôt sur la consommation du contenu. On sait que regarder des séries, ça consomme beaucoup de bandes passantes et ça a un impact. Et donc nous, l'objectif, c'est que le contenu que l'apprenant va visionner soit le plus léger possible. Donc là, vous connaissez bien ces contraintes-là parce qu'on les connaît déjà aujourd'hui. Du fait des qualifications techniques, il faut que ça passe dans les tuyaux et donc il faut que ce soit assez light. Et l'objectif de notre côté, c'est de fournir des contenus qui soient dynamiques, engageants, ça bouge, mais qui ne soient pas de la vidéo trop lourde. Et donc là, on a quelques développements. On travaille sur tout simplement du GIF ou du HTML à l'intérieur du module pour que ça bouge, pour pouvoir avoir un vrai dynamisme à l'écran, sans pour autant avoir des vidéos assez lourdes à intégrer dans le module. Et donc là, c'est des petites animations. Bon, évidemment, si on en met 250 par écran, à la fin, ça va peser assez lourd. Mais ça permet d'avoir des modules qui sont assez légers et qui sont dynamiques. Réduire de combien, alors, entre une vidéo et des animations GIF sur un module en moyenne? C'est entre 3 et 20 fois moins lourd que la même durée en vidéo. Voilà. Troisième R, c'est réparer. Donc réparer avec cette idée de ne pas jeter à la poubelle son matériel informatique, mais évidemment voir dans quelle mesure on peut l'upgrader, le réparer, le maintenir. Et donc on a aussi un petit exemple, si on le transpose dans la façon dont on va travailler avec nos clients. Ici, on est sur un module, une formation qu'on devait déployer très rapidement auprès d'une cible assez large. Et on savait dès le départ, finalement, que notre contenu allait être rapidement obsolète. Donc, au-delà d'une mise à jour de chiffres clés, qui est quelque chose d'assez habituel, on avait ici un vrai enjeu sur monter immédiatement une formation et savoir que 3 mois après, il fallait recommencer. Donc ce sur quoi on a travaillé ici, c'est sur vraiment l'étape d'ingénierie et de conception. On a imaginé un parcours dans une ville imaginaire avec des rencontres auprès de différents personnages. On a mis le paquet aussi sur le graphisme et sur la construction technique de ce module. Et finalement, il nous restait à injecter un contenu disponible un peu au dernier moment et d'être capable, dans un deuxième temps, de réparer ce module, c'est-à-dire de 3 mois après,
réinjecter un contenu adapté à notre cible. Et donc là, c'est vraiment la partie storytelling qui a porté complètement le module. Et donc on peut faire des histoires et des modules assez complexes. Finalement, il n'y a rien dans le dur, on peut le maintenir très vite et très facilement. Ensuite, on parle de réutiliser. Finalement, réutiliser, ça veut dire revaloriser des contenus que vous avez déjà. Et ce qu'on fait énormément en ce moment, c'est non seulement produire le contenu, mais aussi le démultiplier. On va produire le module, mais on va aussi en récupérer une partie, tout ou partie finalement, pour une animation présentielle dans un onboarding, dans une réunion manager ou dans un séminaire. Ça veut dire aussi, par exemple, réutiliser le contenu sous d'autres médias. Et là, on a un exemple récent, un module qui est sur une transformation métier assez forte. Donc, on l'a effectivement réutilisé pour un kick-off, tous les éléments qu'on a pu créer, et donc on démultiplie l'usage. Mais aussi, comme on a fait un gros travail autour d'une radio, avec un gros travail de sound design, et ben en fait, on va extraire l'audio pour le transformer en podcast. Donc si une partie de la population, en plus de ça, suit le podcast au lieu de suivre le module, on a aussi économisé quelques grammes de CO2, donc c'est pas plus mal. Et enfin, le 5e R, c'est recycler. Donc effectivement, quand on arrive au bout du cycle de vie d'un produit, de se dire que finalement on peut encore récupérer un certain nombre d'éléments qui l'ont composé. Et c'est aussi tout le travail que l'on va faire, nous, au quotidien. Parce que finalement, dans notre métier, on est tous les jours créatif, que ce soit sur un scénario, un concept, une création graphique, des tests techniques qu'on peut être amené à réaliser. Toutes ces idées, on les soumet évidemment dans le cadre d'un projet. Elles ne sont pas toutes retenues, mais on les garde au chaud. Donc en fait, on a pris l'habitude de garder, de conserver ces idées, encore une fois, que ce soit au niveau du concept pédagogique ou du concept graphique. Donc là, par exemple, pour chaque projet, on propose 3 moodboards à nos clients. Eh bien, il en choisit une, ou parfois il nous dit je veux un mix des 3. Bon, je pense que voilà, vous avez déjà entendu ça. Mais néanmoins, ces idées-là, on n'a pas toutes utilisées, donc on garde en stock et dans un autre contexte, eh bien, ça va nous permettre d'enrichir et de ne pas avoir créé pour rien ces contenus. Alors c'est vrai pour nous, puis c'est aussi vrai pour tous les grands comptes qui ont des catalogues très fournis et des contenus en masse qu'ils peuvent recycler, qu'on peut faire revivre sans avoir à produire en permanence. Je sais pas, je pense qu'on arrive à peu près au temps. Et vous? Donc l'idée, c'était de partager voilà, des expériences concrètes sur la façon dont on vit notre travail en agence au quotidien et de se dire finalement tous ces petits pas qui nous permettent de progresser. Ils se combinent bien évidemment avec plein d'autres possibilités qu'on a évoquées comme mesurer le bilan carbone de chacun de nos gestes ou de nos modules. En tout cas, nous, on voulait plutôt vous montrer ces petits pas qui montrent une espèce de démarche continue et progressive pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on a envie de savoir aussi, vous, ce que vous faites. Quelle maturité ont vos clients par rapport à ces questions? Parce que c'est une démarche que vous avez vraiment démarrée en interne avec la pression des clients ou justement il faut que vous l'expliquiez maintenant aux clients, cette démarche? On a un client qui nous a dit « je m'en fiche », mais c'est très très minoritaire. Je pense que la plupart nous attendent sur 2 exigences et ça a été rappelé par Orange tout à l'heure. Est-ce que vous avez conscience de votre impact et est-ce que vous êtes labellisé? Et donc ça finalement ça va devenir des indispensables. Ça l'est déjà beaucoup dans les contrats publics. Finalement il y a toujours un pourcentage sur la RSE et ça le sera je pense pour beaucoup de contrats privés où les clients le demanderont d'office. Alors moi je vais vous faire une remarque, c'est que dans d'autres domaines professionnels,
par exemple, dans le monde de la création d'audiovisuel, cinéma, séries et télé, il y a maintenant une obligation d'avoir une démarche de responsabilité environnementale et l'Europe est en train de lancer un appel à projet pour aller produire des contenus de formation pour pouvoir adresser ce besoin sur tous les professionnels intermittents du spectacle en France et sur les autres pays pour pouvoir s'inscrire là-dedans. Alors vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez dans l'écosystème EdTech et des agences qui produisent ces contenus? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes des pionniers? Est-ce que, d'après vous, cette démarche va être aussi un jour imposée aux entreprises et aux acteurs de la formation? En fait, c'est intéressant justement ce côté de passer de la contrainte à de nouvelles pratiques qui finalement rentrent dans notre quotidien. Et c'est peut-être par ce bout-là qu'on l'a imaginé. Il y a déjà 10 ans, on parlait des flux vidéo. Et c'était une contrainte technique, point barre. Aujourd'hui, on se dit, en fait, c'était super chouette déjà de se poser ces questions il y a 10 ans. Et du coup, ça nous amène surtout à être plus malin, plus imaginatif, plus innovant. Et finalement, de le prendre un peu tôt, on ne dit pas, nous, on fait des petits pas, très modestement, mais de le prendre de façon plutôt volontaire alors qu'on n'y est pas soumis, au contraire intéresse aujourd'hui, c'est peut-être aussi l'aborder avec plus de douceur, si je puis dire, ou de sérénité pour l'avenir. Donc d'essayer de ne pas se prendre ça comme une obligation, alors que finalement, on est un peu convaincu qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et il y a en plus certainement un avantage concurrentiel qui va être à construire, à développer, à argumenter vers des territoires même français et encore plus sur d'autres territoires géographiques dans le monde de la francophonie, puisque j'étais hier soir avec le MEDEF pour cette année de la francophonie où la low-tech s'impose. Et donc ce croisement entre cette obligation de la low-tech, quand on est en Guyane, on ne peut pas consommer la formation de la même manière que lorsqu'on est à Paris, mais lorsque l'on est aussi au Congo ou dans n'importe quel des pays d'Afrique subsaharienne, les besoins en formation et la façon de consommer cette formation imposent la low-tech. Et il faut le dire, en France, nous ne sommes pas des champions de la low-tech. Donc, quelque part, vous êtes peut-être là aussi pionnier d'une manière d'aller produire, concevoir des ressources de manière différente. En tout cas, on ressent chez nos clients aussi cet échange-là. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont en train de s'interroger. On a parlé d'inclusion, d'accessibilité ou d'inclusion numérique. Effectivement, ça se présente chez nos clients. Et on travaille ensemble pour créer finalement déjà des formes de chartes en fait qui vont nous permettre de progresser, qui vont peut-être toucher progressivement les différents métiers, on l'espère en tout cas. Ouais. Bonjour, Anna Guénaud, Société CGI. Je suis gourmande, je vais poser 2 questions. Une, ça va être, est-ce que vous pensez dans la démarche d'audit, vu que vous allez être certifié, de se dire sur les entreprises qui sont dans la démarche d'audit, ce que j'ai fait aujourd'hui dans la formation, c'est trop lourd, c'est ringard, et venez nous aider à transformer en low-tech. Et l'autre question, c'est pour la partie code, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises internalisent la formation, ça va passer par les codes, et le code, il faut que ce soit green aussi. Est-ce que cette réflexion, vous avez déjà pensé autour de ça? Sur la première, sur la deuxième, alors, ouais. Sur la première, en fait, dans le label, il y a des critères sur est-ce que vous obligez à formuler les bons conseils en tant que prestataire. Donc forcément, on a ce devoir de conseil et on fera peut-être d'ailleurs des renoncements en business sur ces sujets-là. Sur la deuxième, et vous pouvez répéter la question? Le no-code et le Green IT. Ah.
Ouais, en fait, oui. Et il faudra, je pense, enfin voilà, ce qu'on se disait, c'est une question d'équilibre aussi, en se disant il faut en utiliser un petit peu et le plus léger possible, donc pas redévelopper à chaque fois. Et malgré tout, regarder quand même l'impact. Si ça a permis d'éviter un déplacement pour aller dans une salle présentielle en voiture, dans ce cas-là, pourquoi pas le faire? Mais ce sera toujours dans un équilibre global. Je pense qu'on est au début de la démarche, mais c'est comme ça qu'on le regarde aujourd'hui. D'autres questions? Hop, une main. Oui, bonjour, Lina Ahmed, Caramel Consulting. J'apprécie beaucoup votre démarche. J'ai moi-même travaillé sur la conception d'une fresque du digital learning pour se poser ces questions. Et la démarche des 5 R que vous avez illustrée est très intéressante et ça permet de mettre de la sobriété. Et j'avais 2 questions en fait. Comment vous mesurez concrètement en fait les efforts que vous faites, donc avant, après, et quelles sont les difficultés que vous avez eues au sein de l'équipe pour adopter ces gestes? Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est de changer et tous les jours. Voilà, donc voilà mes 2 questions. Les mesures et l'adoption, les difficultés par l'équipe. Alors la mesure, effectivement, c'est une de nos exigences, c'est d'avoir conscience de notre impact. Donc il faut qu'on mesure. Aujourd'hui, nous ne sommes pas matures et le marché n'est peut-être pas mature. Je pense qu'on est tous au début. Il n'y a pas de pionniers où on est tous au début. Il y a des super initiatives sur l'impact carbone des formations. Et peut-être qu'il nous faudra un outil commun. Je crois qu'il y a des initiatives même open source parce qu'il faut qu'on mesure tous de la même manière avec les mêmes KPI. Sinon, on va avoir des trucs qui vont dans des langages différents. Mais effectivement, c'est un gros investissement et il faut qu'on le fasse. Sur l'interne... Ouais. Pardon. Sur la mesure, il y a aussi une difficulté qui est qu'on n'a pas la visibilité globale sur l'ensemble de la chaîne. Donc tout à l'heure, on a proposé quelques chiffres en disant là, on pense qu'on a gagné voilà, 1 heure, donc ça fait peut-être 30 000 heures. On a gagné en poids 3 à 20%, voilà, un ratio de 3 à 20. En fait, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, c'est depuis le tout début de la chaîne créative jusqu'à l'exploitation chez notre client qu'il faudrait s'interroger. Donc, voilà, l'enjeu, il est quand même... je ne sais pas si on s'est lancé sur un sujet facile ce soir, c'est sûrement non. C'est pour ça qu'en fait, on est assez humble par rapport à ça, de dire on va faire effectivement ces petites démarches pas à pas et elles vont forcément à un moment donné, on l'espère, converger vers quelque chose qui a plus de sens. Ça va peut-être un peu sur la réponse à la 2e question. Oui. Ouais. On est sur un petit bout du cycle de vie, donc on ne maîtrise pas forcément toujours le reste. En interne, honnêtement, je ne sais pas si ça a peut-être pas été une question. On est petit et ça correspondait à des attentes aussi. Donc finalement, on l'a juste intégré dans tous nos rituels, séminaires, comme un sujet récurrent avec des référents par métier et qui prennent la main tout seuls. Et pour faire le lien avec la conférence précédente, j'imagine que ça doit avoir aussi un effet dans la génération Z, dans votre population, justement, votre manière de recruter, de pouvoir aussi répondre à une aspiration qui est partagée par vos nouveaux collaborateurs. On nous le demande, oui. Il y avait, je crois, une question, enfin 2 questions encore, pardon. Pardon, je me permets juste de rajouter une info que j'ai entendue sur une autre conférence. Vos collègues d'une entreprise Very Up, ils ont présenté un outil qui permet de calculer l'impact carbone d'une formation. Voilà, en réponse à la question qui a été posée. Oui, c'est un outil open source, hein, donc qui peut devenir un standard pour tout le secteur, je pense. Ouais. Et bonjour, merci pour votre présentation. Et du coup, moi je me posais une question vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On sait qu'elle a aussi un coût écologique certain et au regard des différents types d'algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a eu une réflexion chez vous aussi sur l'usage de cette IA et quelles étaient ses alternatives? Par exemple, prendre des algorithmes moins gourmands pour recommander de la formation plutôt que de l'intelligence artificielle qui pourrait être beaucoup consommée. Ben, nous, on fait sans algorithme.
Voilà. Mais c'est une vraie question sur l'exemple en adaptative learning de tout à l'heure. Finalement, c'est le chemin de question du concepteur qui, sans IA, amène la proposition de contenu. Donc finalement, on y arrive, c'est peut-être du 80-20, ce sera peut-être mieux avec de l'IA, mais on y arrive aujourd'hui sans algorithme. Enfin, on y arrive, on le fait sans algorithme. Mais, enfin, vraie question, parce que l'IA peut aussi aider à trouver des gains auxquels on n'aurait pas pensé grâce aux capacités de calcul, évidemment. Ouais. Vous êtes vraiment des pionniers, c'est super parce que ça montre aussi une voie et je pense que ce sujet qui aujourd'hui était à 17h30 sur le salon Learning Technology 2024 sera peut-être un des sujets de démarrage et un pilier sur les éditions à venir. Je pense qu'on peut remercier Marie-Dominique et Grégoire parce que c'est vraiment un très beau sujet. Merci. Et la petite pirouette de fin... Bien sûr, vous pouvez nous voir, mais aussi pour vous dire qu'on a réfléchi à notre stand en tenant compte de ce sujet de l'éco-conception, donc avec des meubles qui vont trouver leur place dans nos bureaux à Paris, et donc qui ne partiront pas à la poubelle. Voilà, donc c'est déjà aussi un petit bout. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.